Bonjour à tous. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année 2022. Donc, aujourd'hui, on va aborder la régulation des unités terminales et les consommations d'énergie associées à cette régulation. On va voir comment obtenir une régulation optimale sur les unités terminales. Avant de poursuivre, quelques questions pratiques. Comme d'habitude, nous maintenons vos micros inactifs afin qu'on puisse présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les taper dans la fenêtre, donc à la droite de votre écran. Dans le panneau de configuration, vous retrouvez une fenêtre questions. Vous pouvez l'ouvrir et n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons en fin de présentation. Vous pourrez également télécharger des fichiers qui sont mis à votre disposition dans la rubrique documents à distribuer. Donc selon les webinaires, on met des fiches techniques, des vidéos de présentation ou les supports. Donc n'hésitez pas à consulter cette rubrique pour télécharger les informations. Donc aujourd'hui, nous aborderons la régulation des unités terminales et c'est donc le dernier épisode de cette série 2022 de nos webinaires dont le thème portait sur les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Donc, petit changement de programmation de dernière minute, vous aurez vu, on a inversé deux épisodes, donc l'épisode, vous le retrouverez en 2023 à l'autre. Donc, on avait abordé dans un premier temps l'interactivité hydraulique et la compatibilité des débits. On avait passé en revue ensuite les différentes boucles de régulation que l'on peut retrouver sur une installation. Ensuite, nous vous avions présenté une nouvelle technologie qui est la TA Smart, une vanne de régulation avec comptage d'énergie. Et aujourd'hui, nous aborderons la régulation des unités terminales. Pour rappel, IMI, c'est un groupe métallurgique, donc qui veut dire Imperial Metal Industries en toutes lettres, qui existe depuis 1862 et donc qui est présent internationalement à travers 3 divisions. IMI Précision, qui conçoit des microvannes de précision pour l'industrie automobile et l'industrie pharmaceutique. IMI Critical, qui conçoit donc des solutions pour la technologie pour le contrôle des fluides, notamment dans les secteurs oil and gas et dans l'industrie. Et enfin, IMI Hydronic, avec des solutions, nous vous proposons des solutions hydrauliques pour les systèmes CVC sur des bâtiments à la fois commerciaux et résidentiels, dans le neuf comme dans la rénovation. Donc nous vous proposons des solutions innovantes pour la maîtrise hydraulique à travers 3 marques chez IMI Hydronic. Pneumatex pour le maintien de la pression et la préservation de la qualité d'eau. TA pour l'équilibrage et la régulation des débits. Et enfin, AMIR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Il est à noter que l'ensemble de notre recherche, développement et notre production est situé en Europe, donc dans différents pays à travers l'Europe, la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Pologne, la Slovénie également. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire européen. Nous vous proposons également différents services, des logiciels de sélection, iSelect sur PC et iTools sur mobile, donc que vous pourrez retrouver sur l'Apple Store ou Android Store. Des instruments de mesure, une mallette d'équilibrage notamment qui est le Théascope. Nous mettons à votre disposition un bureau d'études pour l'optimisation et le calcul hydraulique de vos installations. N'hésitez pas à faire appel à nos services. Et nous avons également un centre de formation
sur place à Tremblay ou alors à distance, notamment pour l'utilisation de nos outils et des études d'équilibrage en amont de vos installations. La protection de l'environnement, c'est un thème important chez EMI Hydronique, à travers notre discours d'une part, mais pas seulement, également à travers nos actions et sur nos usines notamment, où nous avons réduit notre empreinte carbone de 66% ces dernières années, grâce notamment à l'utilisation d'électricité provenant de sources vertes et de la récupération de chaleur. Ça passe également à travers la gestion, une meilleure gestion de l'eau. Nous avons réduit nos consommations de 24%, notamment en utilisant des circuits fermés pour réutiliser notre eau et la création de mini-stations d'épuration. Enfin, ça passe par une meilleure gestion des déchets. Nous avons réduit donc notre consommation de déchets dangereux de 52% et l'ensemble de nos déchets d'environ 30%. Notre objectif est d'atteindre le zéro déchet, donc de tout recycler sur l'ensemble de nos usines. Au sommaire du jour, nous allons parler de débit, donc constant ou débit variable. En fait, on va définir les critères qui, pour un bureau d'études ou un concepteur, les critères que l'on va devoir déterminer pour configurer le fonctionnement de notre installation. Donc, débit constant ou débit variable. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, la régulation, est-ce qu'elle sera en tout ou rien ou modulante? On va vous présenter les différentes solutions donc matérielles pour ces types de régulation, notamment les vannes à pression indépendante et les modules à pression indépendante. On va comparer techniquement ces deux solutions. Ensuite, on les comparera donc au niveau économique également, à travers les coûts d'investissement et la consommation d'énergie de ces différentes solutions. Et on répondra à toutes vos questions en fin de présentation. Donc, lorsqu'on parle de régulation d'unité terminale, donc on va parler de vannes de régulation. On va retrouver plusieurs vannes de régulation, 2 voies, 3 voies. Et sur quel type d'unité terminale elles vont s'équiper, ces vannes? Eh bien, on va retrouver des plafonds rayonnants. Alors, ces plafonds rayonnants, on les retrouvera beaucoup sur le marché parisien, intramuros, où donc on a des bâtiments à plus forte valeur ajoutée en général ou avec des coûts d'investissement supérieurs. Donc, c'est des solutions assez coûteuses qui vont être plus appropriées à ces marchés. On retrouvera également des poutres climatiques et enfin des ventilos convecteurs. Ici, vous retrouvez donc la vanne de régulation et il conviendra de se poser les questions suivantes. Est-ce que l'on va fonctionner en débit constant ou en débit variable? Est-ce qu'on va alimenter de façon constante ou en variable notre unité? Et enfin, la régulation sera-t-elle tout ou rien ou modulante? Donc, pour vous expliquer plus simplement la différence entre une régulation tout ou rien et une régulation modulante, je vais faire un parallèle avec notre vie de tous les jours et notamment l'automobile, donc sur la route, où on va rencontrer différents comportements de conducteurs sur la route. Le premier, un conducteur avec un profil avec une conduite assez souple, hein, donc vous voyez ici qui va démarrer progressivement et qui va adapter son allure le long de la route en fonction des circonstances, des conditions climatiques, etc. Qui va regarder également sur son GPS quels sont les événements, est-ce qu'il y a une voiture arrêtée, un accident, et qui va anticiper donc ces obstacles pour adapter son allure à tout moment. Ici, ce conducteur, il a plutôt une conduite en régulation modulante. Voilà, il va augmenter progressivement sa vitesse, la réduire progressivement en fonction des circonstances. Et le deuxième profil de conducteur que l'on va rencontrer, celui-ci, il a un fonctionnement, un profil plutôt, un caractère plutôt impulsif, nerveux, et donc le matin, il est peut-être un peu en retard, il a besoin de partir assez rapidement
au bureau ou sur le chantier. Il sait pas encore comment va se passer cette journée. Il a un peu d'appréhension. Il est un peu stressé. Et donc, il envoie un gros coup d'accélération au feu vert. Ensuite, au feu rouge, il freine brutalement et ainsi de suite. Donc, lui, il a plutôt un comportement tout ou rien. Il accélère, il balance 100% de la puissance et puis il freine brutalement lorsque ça s'arrête ou lorsqu'il y a des embouteillages. Et pour revenir à notre activité de tous les jours, donc ici, vous voyez un ventilo-convecteur avec une vanne de régulation qui l'alimente, d'accord? Et on va regarder le comportement énergétique de ce ventilo-convecteur. Donc ici, on retrouve notre vanne qui va réguler le débit et on a un fonctionnement tout ou rien, c'est-à-dire soit ouvert ou soit fermé, soit ouvert complètement ou soit fermé complètement pour cette vanne. Sur cette courbe, enfin sur ce graphique ici, on a la température. Ici, en vert, c'est la température de consigne que l'on souhaite obtenir sur le local ou sur la pièce, et en fonction du temps ici. Là, on ouvre notre vanne complètement, on envoie 100% de la puissance. D'accord? Parce qu'on était en dessous de la température de consigne. Donc, on cherche à obtenir cette température de consigne et on envoie 100% de débit de puissance. Ici, on va la dépasser forcément cette température de consigne car l'on envoie l'ensemble de notre puissance de l'installation. Donc on va arrêter, on va fermer complètement notre vanne et fournir 0% de puissance. Donc cette fois, la température qui était montée un peu haut va redescendre pour passer au niveau de la température de consigne, mais elle va descendre trop bas et à ce moment-là, on va détecter que la température est trop basse, donc on va rouvrir notre vanne et on va envoyer de nouveau 100% de la puissance. On va repasser donc au-dessus de la température de consigne et on va détecter que la température est trop haute, on va redescendre et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est le fonctionnement tout ou rien. Soit j'envoie 100% de la puissance, soit je n'envoie rien. Les problèmes que l'on va rencontrer avec ce type de régulation, c'est des oscillations importantes de température et des coûts de pompage élevés, car l'installation va être sollicitée fortement. Et ça va affecter également nos températures de retour qui seront détériorées et donc on va réduire finalement notre rendement énergétique. Au niveau de la régulation modulante, si on regarde le comportement énergétique donc de l'unité terminale, ici, en gris sur cette droite, on retrouve la température de consigne. Et on va venir adapter la puissance en permanence pour coller au maximum à cette température de consigne. Donc, contrairement à la solution tout ou rien où on va fournir 100% puis 0, là, on va la moduler et on va fournir peut-être environ 20% de notre puissance. Cela va varier en fonction des conditions climatiques, évidemment, mais on va toujours adapter cette puissance pour rester aux abords de cette température de consigne. Donc, on aura beaucoup moins d'oscillations dans le système et une température beaucoup plus précise. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Eric qui va vous présenter donc ces différentes solutions plus en détail. Très bien, merci bien Antoine. Je vais prendre la main. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais pas en diapo. Ok, donc je vais mettre en présentation. Hop. Ben, ça va, il y a bien la présentation. Oui, c'est bon. Très bien. Merci bien Antoine pour cette introduction et ce parallèle avec la conduite de nos voitures. Donc on voit bien les deux comportements de conducteurs, tout ou rien au modulant, et on sait bien l'impact que ça a sur la consommation d'énergie, sur l'usure de la voiture. Eh bien, on a le même comportement sur nos installations. Et ici, justement, je voudrais prendre le temps de regarder une installation et on va prendre 3 cas de figure. On va se placer d'abord à 50% de la puissance nominale. C'est-à-dire
On ne va pas regarder à 100% de la puissance. D'ailleurs, 100% de la puissance sur une installation, quand vous regardez le temps de fonctionnement, c'est peut-être 2, 3, 4% du temps de fonctionnement dans l'année où on va être à 100% de puissance. Et même, il y a beaucoup d'installations où on n'atteint même jamais 100% parce qu'elles sont surdimensionnées, donc on n'a même jamais 100% de la puissance. Ici, on va prendre 50% de puissance. 50% de puissance, ça correspond entre 70 et 80% du temps de fonctionnement d'une installation en chaud ou en froid. Donc pendant tout ce temps-là, elle travaille à 50%, voire en dessous de 50% de puissance. Alors ici, premier cas, donc je regarde l'installation à 50% de puissance, c'est une installation dans le domaine du froid. Mon départ a été désigné à 6 degrés, mon retour à 12 pour une ambiance à 24, ça c'est les conditions de calcul de mon installation. Et puis, premier cas de figure, comme le notait Antoine, on va regarder la vanne de régulation. Et premier cas, on regarde si on a mis des vannes 3 voies ou 4 voies, c'est la même chose, hein, hydrauliquement c'est exactement la même chose, qui équipent donc les petites unités terminales, par exemple des ventiloconvecteurs. Vanne 3 voies, ça veut dire que soit j'alimente le ventiloconvecteur, soit je bypasse le ventiloconvecteur. Et donc, pour le coup, je serai à débit constant sur mon installation. C'est-à-dire que j'alimente ou pas le ventiloconvecteur, je prends toujours le même débit, je suis à débit constant. Et évidemment, cette installation, on voit qu'à 50% de puissance, eh bien, on a 100% du débit qui est consommé dans l'installation, qui est envoyé sur l'installation, que je n'utilise pas sur les ventilos, mais que je fais circuler dans mon installation. Et si je regarde la température de retour, qui est normalement dans les conditions nominales 12 degrés, eh bien, en fait, ici, à 50% de puissance, elle sera 10,5 degrés, évidemment, puisque j'ai des vannes qui, en fait, sont fermées, elles renvoient de l'eau froide sur le retour, donc je refroidis le retour de mon installation, je dégrade la température de retour, et ce qui n'est pas favorable au rendement des groupes de froid ou des pompes à chaleur. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Je prends exactement la même installation, et maintenant je dis, tiens, voyons voir si, au lieu de mettre des vannes 3 voies, je mets des vannes 2 voies, qui vont travailler maintenant en tout ou rien, débit variable, mais en tout ou rien. Eh bien, là, on constate qu'à 50% de puissance, eh bien, j'ai en fait 50% de débit. C'est la même installation, hein, c'est la même pompe, c'est les mêmes, tout est pareil. Maintenant, à 50% de puissance, eh bien, de façon très simple, ça veut dire que j'ai 50% des ventilos qui sont fermés, 50% qui sont ouverts, puisque je suis en tout ou rien. C'est soit ouvert, soit fermé. Eh bien, 50%, si tout est bien équilibré sur mon installation, tout a bien été fait, ben, j'aurai 50% de débit. Vous voyez, mon débit d'installation a chuté par 2 pour la même installation. Et la température de retour, eh bien, ici, elle est à 12 degrés. Eh bien, oui, puisque les ventiloconvecteurs qui sont alimentés de l'eau à 6, je suis au débit nominal, eh bien, je reviens à 12. Et puis, ceux qui ne sont pas alimentés, ils ne renvoient pas d'eau sur l'installation. Donc, j'ai bien une eau autour de 12 degrés. Vous voyez, au lieu de 10,5, maintenant, je suis à 12 degrés. Troisième cas de figure, je dis, tiens, je vais prendre des vannes de voie, effectivement, en débit variable, mais on va les faire travailler maintenant en modulant. Le fameux conducteur qui est une conduite plus posée, modulante, qui va adapter sa vitesse. Donc, je vais maintenant adapter l'ouverture de la vanne en fonction de la demande de puissance. Et bien, dans ce cas-là, de nouveau, à 50% de puissance, eh bien, on se rend compte que le débit d'installation sera à 20%. Et oui, 50% de puissance dans les échangeurs, si vous regardez à peu près quels que soient les échangeurs, eh bien, ça correspond à uniquement 20% de débit. Mon débit a chuté, mes consommations électriques des pompes ont chuté. Et je le répète, c'est la même installation, la même pompe. Je n'ai pas changé de pompe, hein, c'est toujours la même. Eh bien, électriquement, elle va moins consommer. Et ma température de retour, regardez bien maintenant, elle est à 15 degrés au lieu des 10,5 tout à l'heure quand j'étais à débit constant. Et en fait, ça, c'est ce qui explique que sur les installations, eh bien, quand on décide de travailler de façon modulante, c'est pas uniquement le fait de dire oui, mais dans la pièce, je vais avoir une meilleure température, une meilleure stabilité de température. Oui, ça peut avoir un impact. Suivant, il faudra regarder les systèmes, savoir si ça aura un impact en termes de confort, mais ça va avoir un impact aussi en termes de consommation d'énergie. On va agir sur la consommation de la pompe, puisque les coûts de pompage dépendent du débit que vous délivrez tout au long de l'année et de la hauteur manométrique. Donc, si vous délivrez moins de débit, vous avez automatiquement moins de consommation électrique de pompe. Et je le répète, pour une même pompe, hein, je ne parle même pas de pompe à vitesse variable, vitesse constante, pour une même pompe, si vous réduisez le débit, vous consommez moins électriquement. Et même chose pour les rendements des chaudières ou des groupes de froid. On considère qu'on va avoir des coûts de pompage qui vont à peu près 40% des coûts de pompage, ça serait même plutôt proche de 50%. Et puis l'amélioration des rendements des groupes de froid et des chaudières,
on va dire entre 10 et 20%. Ici, on a indiqué 15%, donc ça vous donne une idée. Et puis, cette facture énergétique, on sait bien aujourd'hui que c'est une grosse préoccupation on va dire mondiale, et notamment sur nos bâtiments. Donc, voilà pour cet impact. Alors, maintenant, on va regarder sur cette unité terminale, donc les technologies qui sont à notre disposition et comment est-ce qu'on va choisir finalement de dire, tiens, je vais travailler avec tel type de vanne ou tel type de vanne. Les questions clés que l'on va se poser en tant que bureau d'études, c'est finalement le type d'application. Antoine l'a dit, en termes de type d'unité terminale, est-ce que j'ai du panneau rayonnant, est-ce que j'ai du ventilo-convecteur, la complexité du réseau, la qualité de régulation dont on a parlé, est-ce que je vais faire du tout ou rien ou du modulant? Ça, on va faire un choix et on va voir finalement quels sont l'impact sur les deux. On vient de le voir de façon énergétique. Est-ce que je prends du moteur thermique, du moteur électrique? Et ensuite, également, quelques fonctions spécifiques. Est-ce que je souhaite avoir des mesures de débit sur mon installation au niveau de chaque unité terminale, au niveau de chaque plateau, par exemple, ou chaque réseau? Ou alors, je considère que non, si l'installation fonctionne, j'ai plus besoin d'avoir des mesures de débit. Bon, généralement, c'est pas le cas. On préfère avoir des mesures sur l'installation, notamment en maintenance et en suivi d'installation. Le diagnostic, est-ce que j'ai du changeover? Est-ce que je veux avoir des fonctions de décrassage, notamment pour les petits débits en chaud, les vannes sont plus sujettes à s'encrasser. Est-ce que je veux avoir une fonction de décrassage? Et puis également, est-ce que j'ai du comptage d'énergie ou est-ce que j'ai des certifications particulières, des contraintes normatives du type UBAC? Voilà les quelques questions que l'on va se poser pour définir finalement, faire son choix de technologie à installer. Alors, je vais prendre le premier cas de figure. On décide de faire du tout ou rien. Eh bien, voilà le premier équipement que vous allez utiliser. Sur les ventiloconvecteurs, les unités terminales, vous allez travailler avec une vanne qu'on appelle combinée équilibrage et régulation. Ici, TBVC, avec un moteur, souvent du moteur thermique pour les petites unités terminales. Et puis, en fait, on va créer ce qu'on appelle des modules indépendants de la pression. Ici, c'est le rectangle avec les pointillés rouges. C'est-à-dire qu'à l'entrée de ce réseau, on va mettre régulateur de pression différentielle qui peut être de deux types. Ce qu'on appelle le kit STAP, qui est un régulateur qui est utilisé depuis de nombreuses années, qui est une technologie extrêmement fiable et qui fonctionne très très bien, qui est autonome. Ou alors, on va mettre des nouvelles technologies de vannes, et je vais y revenir après, des vannes électroniques avec comptage d'énergie et régulation de pression différentielle. Donc ça, c'est une première approche. Quand on regarde ce circuit, voilà ce qu'on va avoir comme caractéristique principale hydraulique. Sur les unités terminales, eh bien, est-ce que j'ai la possibilité de mesurer le débit? Bien oui, puisque les vannes sont équipées de prises de pression, non pas seulement pour la prise de pression, mais pour pouvoir mesurer réellement le débit. Est-ce que j'ai de l'auto-équilibrage? Non. Sur les unités terminales, je n'ai pas d'auto-équilibrage. Comptage d'énergie? Non. Et sur le plateau, à l'entrée des circuits, est-ce que j'ai mesure de débit? Dans ce cas, oui, avec le kit STAP ou la STA Smart. Est-ce que j'ai de l'auto-équilibrage? Oui, par plateau. Est-ce que j'ai du comptage d'énergie? Ben oui, si j'ai utilisé une nouvelle vanne du type TR Smart. Donc voilà les caractéristiques de ce premier montage. Autre montage très couramment utilisé, on va utiliser des vannes à pression indépendante sur chaque ventiloconvecteur. Donc, si j'ai 1000 ventiloconvecteurs, je mets 1000 petits régulateurs de pression avec sa vanne. Donc, c'est ce qu'on appelle la vanne à pression indépendante qui intègre un régulateur de pression différentielle. Mais là, pour le coup, j'ai plus rien sur le plateau. Donc, ici, j'ai que des vannes sur les unités terminales. Et si on regarde les caractéristiques donc, de ce circuit, est-ce que j'ai une mesure de débit sur les unités terminales? Oui, parce que nos vannes permettent de faire une mesure de débit, une réelle mesure de débit. Auto-équilibrage, oui, sur les ventilos. Comptage d'énergie, non. Et après, sur le plateau, bien sûr, comme j'ai rien installé, j'ai pas de mesure de débit possible, j'ai pas d'auto-équilibrage, j'ai pas de comptage d'énergie. Bon, bien sûr, on peut rajouter un compteur d'énergie, mais pour l'hydraulique, pour la régulation, pour l'équilibrage, j'ai pas besoin de rajouter a priori autre chose, et voilà ce que j'obtiendrai. Et il y a beaucoup d'installations qui se fait comme ça, et du coup d'ailleurs on n'a plus ces informations au niveau des plateaux, au niveau des circuits. Donc ça, c'est les deux technologies que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors, si on regarde, on n'a pas souvent l'occasion de voir les coupes, si on regarde ces deux technologies de vanne, la vanne combinée équilibrage régulation, eh bien vous la voyez en coupe, c'est quelque chose de relativement simple. Ici, avec le réglage et puis le moteur qui va venir sur la vanne et la possibilité quand même de mesurer le débit, la pression, les températures. Les avantages, c'est une vanne qui est compacte, facile à installer. C'est fiable puisque en fait le mécanisme à l'intérieur, il n'y a pas de membrane, ressort, de canal de transmission de pression et autres.
Coût d'achat, eh bien, on le verra après, ça revient moins cher. Bon, on se doute bien qu'une vanne à dite pression indépendante. Et possibilité de fonctionner avec un coefficient de foisonnement. Alors ça, c'est intéressant et on le fera de plus en plus très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le coefficient de foisonnement qui consiste à dire, voilà, j'ai un ensemble de ventiloconvecteurs, j'ai déterminé une puissance de 100%, donc un débit de 100% pour l'ensemble de chacun de ces ventiloconvecteurs. Mais par contre, sur ce plateau, pour tout l'ensemble de ce circuit, je sais très bien qu'ils ne seront jamais tous ouverts en même temps. Donc, ce n'est pas utile que j'envoie 100% de débit sur le plateau parce que j'aurai ceux du sud qui vont être ouverts et ceux au nord qui ne le seront pas, ou en fonction des occupations des pièces. Donc, on prend un coefficient de foisonnement qui, par exemple, de dire de 0,7, 70%, et je n'amènerai que 70% de débit sur ce plateau. Et ça, on pourra le faire très facilement avec cette technologie de vanne et puis le régulateur de pression qui est associé sur l'entrée du réseau ou la TA Smart DP, on pourra le faire très facilement. On le fera beaucoup moins facilement avec des vannes à pression indépendante. Donc, vannes à pression indépendante, eh bien, c'est des technologies qui sont très connues aujourd'hui ici. Vous avez donc mesure débit, pression, température, le régulateur de pression différentielle maintenant qui est incorporé sur chacune des vannes, et puis le moteur qui vient sur la vanne, et puis le réglage d'équilibrage. Les avantages, pas de calcul d'équilibrage à réaliser. On parle d'auto-équilibrage, pas de nécessité d'installer, comme on l'a vu précédemment, un régulateur de pression par étage. Voilà. Donc, avantage et inconvénient des deux technologies. Les régulateurs de pression différentielle, eh bien, il y a de deux types. Donc, le régulateur autonome kit STAP, qui associe une vanne d'équilibrage sur l'aller, le régulateur sur le retour, un capillaire entre les deux. C'est vraiment des technologies éprouvées, utilisées depuis de nombreuses années maintenant sur des grands sites. Il y a vraiment une facilité de mise en service, pas de problème de capillaires qui se bouchent ou d'air, etc. Tout ça, ça fonctionne plutôt très, très bien. Pas de câblage électrique et puis possibilité de venir vérifier à tout moment le débit, les pressions sur son réseau avec une mallette de mesure comme la TH-Scope. Ensuite, nouvelle technologie de vanne, la TA Smart, en version DP pour pression différentielle, différence de pression, où là, en fait, pour ceux qui connaissent déjà cette technologie de vanne, qui va mesurer en continu le débit avec un débitmètre ultrason, et bien ici, on vient rajouter un capteur de pression différentielle qui vient se raccorder. On a préparé des connexions de façon à ce que la connectique soit relativement simple. On a un capillaire qui vient même sur ces diamètres-là se raccorder sur la vanne elle-même. Donc, il n'y a pas à faire de piquage sur la tuyauterie. Et puis, cette information de pression différentielle, eh bien, on l'envoie à la vanne. Et à ce moment-là, on lui dit, voilà, s'il y a variation de pression différentielle, eh bien, la vanne va réguler pour stabiliser la pression différentielle comme on le fait avec un kit STAP. Alors, l'avantage, c'est que le réglage et vérification de débit peuvent se faire à distance. Alors, soit en Bluetooth avec votre application, votre smartphone, vous réglez les vannes à distance, même si vous êtes à 10 mètres ou 15 mètres, vous réglez vos vannes. Évidemment, via le système de GTB, si vous avez un bus de communication qui a été mis en place, BACnet ou Modbus. Et vous avez en plus la mesure de débit en continu du plateau, le delta T, et donc la mesure de puissance, et vous avez le comptage énergie. Donc là, c'est un régulateur de pression différentielle, mais évidemment avec d'autres fonctions de comptage et de suivi énergétique de l'installation. Donc voilà les deux technologies qu'on va utiliser en termes de régulation de pression différentielle. On le retrouve ici schématisé, soit le kit STAP ici, représenté, soit le régulateur type TA Smart avec un capteur de delta P ici, et puis le sonde de température et une des sondes de température qui est intégrée dans la vanne. Donc ça, c'est la représentation schématique. Je disais que l'avantage de la vanne à pression indépendante, c'est qu'il n'y a pas de calcul d'équilibrage à faire. Avec la vanne TBVC, donc qui fait équilibrage et puis régulation, on va devoir faire un calcul d'équilibrage. Alors, ce calcul d'équilibrage est quand même relativement simple. On va utiliser un logiciel qui s'appelle LightSelect. On considère que ça va à peu près prendre 1 minute par ventiloconvecteur pour faire ce calcul. Il nous faut quoi? Il nous faut connaître la puissance du ventiloconvecteur. Alors, je prends l'exemple ventiloconvecteur ou le débit. Ensuite, les longueurs de tuyauterie entre chacun des piquages. Et puis, la perte de charge du ventiloconvecteur pour le débit que l'on souhaite. Ça, c'est une information du fabricant. Avec ces informations, on les rentre dans un tableau, enfin dans le logiciel. Et très rapidement, il nous calcule le pré-réglage de chacune des vannes de l'installation. Et comme je vous disais, c'est à peu près grossièrement 1 minute par ventiloconvecteur. On a fait un très gros chantier dans
sur Lyon, où il y avait 5000 ventiloconvecteurs qu'il a fallu calculer par cette méthode-là. Et ensuite, sur le plateau, on retrouve le régulateur de pression différentielle qui est aussi sélectionné par le logiciel. Donc oui, il faut faire un calcul. Ce calcul est assez facile à gérer quand même. Donc ça, c'est pour la partie pré-réglage. Et puis enfin, sur les installations, eh bien, on aura des cas où on va combiner les diverses technologies. On va avoir des installations sur lesquelles, sur l'ensemble, quand on a beaucoup de ventiloconvecteurs, on va trouver donc la vanne TBVC avec le régulateur de pression différentielle. Et puis à certains endroits, parce qu'on a des ventiloconvecteurs qui sont isolés ou des plus petits tronçons avec quelques ventiloconvecteurs, on travaillera en vanne à pression indépendante. Donc on combinera en fait les deux technologies. Si on prend maintenant, j'ai pris le tout ou rien, si on prend le modulant, bien en fait, vous allez voir, ça va aller assez vite parce que dans le cas modulant, on va retrouver exactement les mêmes technologies qui vont se présenter à nous. Donc, vous voyez, on va travailler soit par module d'équilibrage, ici, module indépendant de la pression avec toujours les régulateurs de pression différentielle sur l'entrée et la sortie des circuits. Et puis après, maintenant, sur le ventiloconvecteur, eh bien, on va mettre une vanne de régulation, comme tout à l'heure, combinée, équilibrage et régulation. Mais cette vanne-là, elle est un petit peu particulière. Elle est avec un clapet profilé dit égal pourcentage. Alors, pour ceux qui connaissent les vannes de régulation, eh bien, vous savez, il y a deux grands types de vannes. Les vannes linéaires, qu'on va utiliser pour faire du tout ou rien, et les vannes égal pourcentage. Donc là, le clapet siège est tout à fait particulier, de façon à avoir une belle progression de réglage du débit en fonction de ce que va demander le régulateur et le moteur, de dire, voilà, tu vas me donner 10% de débit, eh bien, il faut pouvoir obtenir 10% de débit. Parce que si la vanne ne permet pas d'obtenir ce débit-là, ben, vous avez vouloir faire du modulant, la vanne ne permet pas de le faire. Donc, on utilisera les vannes égales pourcentage. Vous voyez cette couronne, un petit peu une couronne de roi à l'envers, ici dans la vanne, qui permettent d'avoir cette progressivité et cette finesse de contrôle des débits de l'installation. En termes de fonction, comme tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, mesure du débit sur l'unité terminale, oui. Auto-équilibrage avec cette version de vanne, c'est la TPV-CM. On n'aura pas d'auto-équilibrage sur le ventiloconvecteur, il faudra faire un petit calcul comme on l'a vu précédemment. Comptage d'énergie, non. Et sur le plateau, bien, on va retrouver toutes les fonctions de tout à l'heure. Oui, je mesure le débit, oui, j'ai l'auto-équilibrage et oui, j'ai la mesure si j'ai utilisé la TA Smart DP, mesure d'énergie. Même chose, si je travaille en version vanne pression indépendante, eh bien, on va utiliser une vanne un peu particulière qu'on appelle modulator et qui a également une caractéristique égale pourcentage. Donc ici, le clapet siège, si vous comparez avec la photo précédente, il a une forme particulière. C'est travaillé en usine. C'est un travail assez important pour mettre au point ces vannes-là, quel que soit le diamètre, quel que soit le débit, de façon à avoir cette caractéristique dite égale pourcentage et assurer que la régulation demandée, modulante, soit réellement obtenue. Donc, c'est là, vous voyez, c'est la différence entre les deux modes de fonctionnement. C'est pas tellement l'architecture hydraulique, ça va être plutôt le type de vanne, la sélection qu'on va faire du type de vanne, soit linéaire, soit égal pourcentage, pour faire du tout ou rien ou du modulant. Faisons le comparatif ici des coûts d'investissement et de la consommation d'énergie. Eh bien, si on regarde le coût d'achat du matériel, et ici, on va comparer deux choses. On va comparer une installation qui travaillerait en tout ou rien, de nouveau qu'on équipe soit avec des vannes combinées plus régulateur de pression différentielle, donc c'est la colonne en bleu, ou alors des vannes dites pression indépendante ici, donc c'est la colonne en orange, en tout ou rien, donc une vanne linéaire compacte P. Et bien ici, si on prend une base de à peu près 45 € par ventiloconvecteur, en incluant le coût du régulateur de pression différentielle, hein, qui est commun à plusieurs ventiloconvecteurs, eh bien, la version pression indépendante, c'est à peu près 20% de coût en plus pour avoir une version dite pression indépendante. Vous voyez, on sera plus optimisé en coût par rapport à la version module à pression indépendante. Et là, on a simulé des valeurs pour à peu près une trentaine de ventiloconvecteurs sur chaque branche, sur chaque étage, 30 ou plus, enfin, ça a une moyenne de 30. Si maintenant, je regarde quelle est la différence si je travaille en modulant, eh bien, si vous comparez les deux colonnes bleues, c'est-à-dire que je travaille avec module pression indépendante, c'est à peu près 30% d'achat de matériel en plus, enfin, coût du matériel si je veux avoir des vannes modulantes égal pourcentage. Et même chose, si je suis en vanne à pression indépendante, c'est à peu près 30% en plus en coût
matériel. Alors, ça donne une indication, hein, bien sûr, suivant la grandeur des chantiers, suivant la configuration, ça peut varier, mais on est dans cet ordre de grandeur, en fait, en termes d'achat, puisqu'on a souvent cette question, c'est de dire, oui, d'accord, mais ça coûte combien en plus ou en moins de faire telle ou telle, de prendre telle ou telle option pour le bureau d'études. En termes de consommation de l'installation, eh bien, si on regarde maintenant sur l'installation, on a pris le cas d'une installation qui fait à peu près 1 MW, de groupe de froid de 425 kW, une installation ça fait 122 mètres cubes heure et un delta T de 6 degrés, du 6-12. Alors, ça va dépendre du profil de charge du bâtiment, du type de bâtiment. Est-ce que c'est un immeuble de bureau, un immeuble commercial, un hôpital? Donc, là, ici, on a pris un immeuble de bureau. Eh bien, voilà à peu près les différences de consommation. Si je travaille à débit constant sur l'installation, et maintenant, je fais du débit variable en tout ou rien. Eh bien, sur toute la saison, on va économiser 7% d'énergie sur la consommation de froid. Si je fais du débit variable sur les centrales de traitement d'air et je reste en tout ou rien sur toutes les petites unités du type ventiloconvecteur, on est à peu près à 10% d'économie d'énergie. Et si je fais du modulant sur l'ensemble de mon installation, on va être, allez, pour donner un chiffre simple, autour de 15% d'économie d'énergie. Donc, sur la même, je répète, la même installation, on aurait jusqu'à 15% d'économie d'énergie, ce qui est pas négligeable, évidemment, surtout avec les coûts de l'énergie qui explosent actuellement. De nouveau, pour donner des notions de quoi on parle quand on parle d'impact énergétique, d'utiliser telle ou telle solution. Un petit mot sur la partie changeover, puisqu'on parle des unités terminales. Le changeover, on en parle beaucoup actuellement sur nos installations, c'est-à-dire la capacité sur une installation de la faire travailler sur 2 régimes de température, chaud-froid par exemple. Ici, le changeover, on a 2 systèmes de changeover. Soit on va faire du changeover par zone, c'est-à-dire qu'on va basculer toute une zone du bâtiment en chaud et puis l'autre qui pourrait rester en froid, avec des vannes qui font la bascule. Donc, on a une distribution primaire en 4 tuyaux, avec on fournit du froid et on fournit du chaud. Et puis, localement, avec un jeu de 23 voies ou de 22 voies, on va basculer cette zone-là sur le chaud ou sur le froid. Et bien maintenant, les unités terminales, elles sont alimentées, bien sûr, soit en chaud, soit en froid. Ça veut dire que la vanne sur l'unité terminale doit être capable de gérer 2 débits. Et bien, ça, c'est une fonction que l'on a rajoutée sur nos moteurs, qu'on appelle, on va utiliser le moteur slider IO, qui vont nous permettre sur une même vanne d'avoir un débit froid, par exemple 450 litres heure, et puis un débit chaud, 250 litres heure. Et par un simple contact sec, une information venant du régulateur, on va pouvoir lui dire, tiens, maintenant, mets-toi sur le débit chaud ou mets-toi sur le débit froid. Et on aura optimisé le réglage des débits de l'installation suivant les différents modes de fonctionnement de l'installation. Donc ça, c'est le premier type de changeover. On voit aussi beaucoup, notamment en région parisienne, des installations en panneaux rayonnants avec des vannes 6 voies où là, on vient faire du changeover individualisé. Moi, je pense que c'est un peu excessif, ces installations, avec le nombre de 26 voies qui sont installées, vouloir faire du basculement individuel par panneau ou pour 2 ou 3 panneaux. Mais enfin, bon, ça se fait comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'installations qui se font comme ça. Et bon, ça plaît. Mais donc, ici, on va faire du basculement chaud-froid individualisé sur chaque panneau. Donc, on va installer une vanne qui va nous faire la bascule chaud-froid, une vanne 6 voies, qui est une vanne quart de tour. C'est très simple, une vanne 6 voies. C'est une bête vanne quart de tour. Hein, c'est en fait 2 quarts de tour qui tournent ensemble pour passer sur le chaud et sur le froid. Mais par contre, on ne va pas réguler sur cette vanne-là parce qu'elle est incapable de faire une quelconque régulation. Ce qu'on va faire, on va mettre sur les panneaux une vanne à pression indépendante du type compact avec un moteur qui va faire une régulation progressive du débit sur le panneau et qui va lui réguler la 26 voies sur le chaud ou sur le froid. Donc la 26 voies, on ne va pas lui demander grand-chose, on va lui demander simplement de dire tiens, mets-toi sur le froid ou mets-toi sur le chaud, c'est tout ce qu'on va lui demander, même pas en position intermédiaire, là où elle est potentiellement pas étanche. Voilà, c'est pour les systèmes changeover, comment on va les traiter. Enfin, le dernier cas de figure, unité terminale, ben, ça peut être des unités terminales, mais qui sont plus grosses, plus importantes, des échangeurs, des centrales de traitement d'air, des armoires de climatisation, des sous-stations. Et ici, eh bien, on va avoir 2 technologies principalement qui vont se présenter. On va soit travailler avec une vanne à pression indépendante, la vanne thermodulator. Alors pour le coup, là, on ne se pose plus la question, est-ce que je fais du tout ou rien du modulant? On sera en modulant
Et bien sûr, on va utiliser une vanne égale pourcentage pour faire ça et un moteur 0,10 volts pour faire du modulant. Donc, vanne à pression indépendante ici, thermodulateur, qui fera donc, on aura la possibilité de mesurer le débit sur la vanne. Alors, c'est pas assez connu, mais sur toutes les vannes, vous avez la possibilité de mesurer le débit, même faire de diagnostic hydraulique. Si jamais il y avait des problèmes de hauteur métrique de pompe, vous pouvez diagnostiquer si la pompe a un problème ou pas. Auto-équilibrage. Cette vanne-là, on n'aura pas de comptage d'énergie et on aura des pressions différentielles qui vont jusqu'à 8 bars, 800 kPa de pression différentielle de hauteur métrique de pompe. Ensuite, on pourra utiliser donc la vanne TA Smart qui intègre un débitmètre ultrason. Et dans ce cas, on a la possibilité d'avoir la mesure de débit en continu sur la vanne, l'auto-équilibrage et on a le comptage d'énergie puisque vous avez une sonde de température qui vient se raccorder sur le retour ici de l'installation, une sonde qui est à l'entrée, j'ai le delta T, j'ai la mesure précise du débit, donc je connais la puissance et par intégration, j'ai la consommation d'énergie. Vous pouvez travailler en changeover, donc à ce moment-là, vous avez un double comptage. Quand vous êtes sur le froid, vous avez votre compteur froid. Quand vous êtes sur le chaud, vous avez le compteur chaud ici sur la même vanne avec deux régimes de température et de débit différents. Et ces vannes-là qui communiquent par bus, BACnet, Modbus, en IP ou en série, et puis également en Bluetooth avec votre smartphone. Donc, c'est les deux technologies de vannes qui vont être utilisées, de nouveau, suivant les fonctions que l'on souhaite obtenir sur le site. En conclusion, je voudrais partager avec vous, parce que vous voyez ces diverses solutions, et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire pour un bureau d'études ou un installateur, celui qui conçoit l'installation. C'est des fois difficile de se retrouver finalement quelle est la solution la plus optimale pour mon projet. Eh bien, on a préparé une matrice de prescription qui permet de dire finalement, en fonction des critères que vous mettez en avant, qui sont pour vous préférentiels, par exemple la consommation d'énergie, le coût d'achat du matériel, la facilité d'équilibrage, la sensibilité à l'encrassement, est-ce que je vais travailler ou pas avec un coefficient de foisonnement. Bien sûr, on regardera la certification, les certifications UBAC. Bon, UBAC, on pourrait en discuter, ça n'a pas tellement de valeur énergétique, mais malheureusement, c'est utilisé au niveau de la réglementation. Bon, là, à peu près tous les matériels sont maintenant certifiés UBAC. Et puis également des normes concernant la GTB qui vont classifier également les matériels qui sont utilisés. Donc, en fonction de tous ces éléments, eh bien, on a essayé d'établir un comparatif. Par exemple, la première solution ici, en termes de consommation d'énergie, eh bien, on sait que le tout ou rien, on l'a vu, est plus consommateur que le modulant. En termes de coût d'installation, cette solution-là est plus intéressante par rapport à la solution vanne à pression indépendante. Facilité d'équilibrage, bien ici, c'est plutôt en faveur de la vanne à pression indépendante. Et puis, etc. Sensibilité à l'encrassement, on est plutôt dans cette colonne-là. Foisonnement, j'en ai parlé, c'est plutôt ici, et puis etc. Certification, c'est à peu près équivalent pour tout le monde. Et ça peut donner un critère de choix. Si vous mettons, vous dites oui, l'énergie pour moi c'est primordial, les coûts d'achat du matériel c'est encore plus important, et ça vous donne une note à la fin ici par exemple de 29 sur 35 comparé à celle ici qui serait à 23 sur 35. Donc suivant le critère que vous mettrez, vous pourrez multiplier chacun des éléments par un critère en disant l'énergie, moi je lui mets un coefficient 2 par exemple, ou la sensibilité à l'encrassement sur le chauffage, je mets un coefficient 3 parce que je ne veux pas être embêté. Donc voilà pour des éléments qui peuvent guider bien sûr à trouver la solution la plus optimale. Ici, du point de vue technique et coût, donc les solutions optimales sont plutôt à ce niveau-là, surtout si on a pas mal d'unités terminales sur l'installation, on a normalement davantage à travailler avec des vannes dites combinées et puis des régulateurs de pression différentielle par réseau. On aura généralement un avantage à faire ça. Pour les comparaisons sur les échangeurs, les CTA, là c'est plus direct, c'est plus simple. Donc j'ai soit la vanne modulator, on a vu précédemment, et finalement la grosse question c'est est-ce que je veux avoir du comptage d'énergie ou pas. Et si je veux avoir du comptage d'énergie, à ce moment-là, je vais utiliser la vanne TA Smart. Et puis également d'autres avantages qui sont des suivis également de débit, voire même d'encrassement des réseaux qu'on pourrait faire via la TA Smart. Donc voilà pour ces tableaux de comparatifs. En conclusion de cette présentation, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'une régulation modulante, même quand on l'utilise pour les unités terminales, eh bien, ça permet d'augmenter le rendement des chaudières des groupes de froid entre 10 et 20%, ce qui est quand même assez important.
et de diminuer la consommation électrique des pompes de 25%. Alors 25%, là, je compare débit variable tout tourière au débit variable modulant. Mais si on comparait à une installation débit constant, tout à l'heure, vous vous souvenez, là, on parle plus de 40 à 50% d'économie de pompage dans ce cas-là. Ensuite, pour les installations avec un grand nombre d'unités terminales, les vannes de régulation combinées associées au régulateur de pression différentielle par zone, c'est à peu près l'optimum qualité-prix sur l'installation. Bien sûr, ça dépend aussi de la complexité du réseau. Et puis enfin, les nouvelles technologies de vannes, les TA Smart, ont cet avantage de mesurer la puissance et donc avoir un comptage d'énergie, mais également, ça permet d'avoir facilement une cartographie hydraulique du réseau, de savoir déjà sur tous les réseaux si les débits sont corrects, même faire des changements si c'était nécessaire. En termes de mise en service, c'est plutôt simple. Le metteur européen vient avec son smartphone, fait son paramétrage, c'est en Bluetooth, donc avec une certaine distance de la vanne. En termes de réception pour le bureau d'études ou l'exploitation, ce sont des technologies qui aident à avoir une meilleure contrôle et vue d'ensemble de l'installation si on compare par rapport à une multitude de pression indépendante où ces derniers temps, on a perdu un petit peu la maîtrise de la vue du débit sur l'ensemble de l'installation. Donc voilà un peu rapidement ce parcours sur ces diverses solutions. Je vais repasser la main à Antoine et puis donc on va voir maintenant la partie questions-réponses. Ok, merci Eric. Donc du coup, je passe à vos questions. Et alors, dans un premier temps, donc si vous n'avez pas pu suivre les présentations précédentes ou les webinaires précédents, alors là, on voit toujours ton écran, Eric. Tu n'as pas repris la main? Non, 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 attends. Ok. Je peux récupérer la main, Antoine Jovert. Je peux laisser mon écran. En fait, je me dis si je dois afficher quelque chose de particulier. Hein. Non, il n'y a rien à afficher de particulier. Tu peux laisser ton écran à la limite. Ok. Je crois que j'ai arrêté carrément le présentateur là. Bon, mais c'est pas très important ici puisqu'on va faire que répondre à vos questions simplement. Donc, si vous n'avez pas suivi les présentations, les webinaires précédents, vous pouvez retrouver les replays de nos webinaires sur notre site internet et sur YouTube également. Alors elles sont replay sur YouTube. Les présentations, on peut vous les envoyer. N'hésitez pas à nous solliciter pour ça ou à solliciter votre représentant sur la région, enfin notre représentant sur votre région, pardon. Et voilà. Donc j'ai eu la question de quelqu'un, je vais lui envoyer les présentations. Ensuite, donc je passe à la suite. Est-ce que vous assurez la prestation de calcul de pré-réglage d'équilibrage? Alors, oui, on peut vous fournir, grâce à notre bureau d'études, on peut mettre à votre disposition notre bureau d'études qui réalise des calculs de pré-réglage, d'équilibrage, avec notre logiciel iSelect, donc sur PC. Vous pouvez également le faire vous-même, vous pouvez télécharger notre logiciel. Simplement, il y a une petite clé qu'on doit vous fournir si vous voulez faire le calcul complet de réseau, mais on vous la fournit sans problème. Et donc oui, on peut vous proposer cette prestation. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Ensuite, est-il préférable d'installer des vannes de régulation sur le départ ou sur le retour? Alors, ça n'a pas d'importance en fait, car en tout cas pour la plupart des vannes de régulation, il est à la fois possible de les installer sur le départ ou sur le retour. Elles rempliront le même rôle et elles réguleront de la même façon le débit. Est-ce que les mêmes règles s'appliquent pour les régulateurs de pression différentielle? Non. Cette fois, les régulateurs de pression différentielle vont plutôt venir se positionner sur le retour car leur technologie, leur fabrication implique qu'elles lisent la pression qui est sur le retour de l'installation. Donc les régulateurs vont se positionner sur le retour. Les vannes de régulation, elles, ça n'a pas d'importance. J'ai une nouvelle question. Donc comment sélectionne-t-on les vannes TA Smart intégrant un débitmètre? Enfin, oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question, Eric, peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. Les vannes TA Smart, pour ceux qui ont vu cette technologie, on a fait une présentation. Donc, elles intègrent des débitmètres ultrasons
Et ensuite, en fait, vous allez, en fonction du signal 0,10 volts, eh bien, ils vont aller directement régler le débit par rapport à ce qui est demandé, par rapport à ce qui est lu sur le débit ultrason. La sélection est extrêmement simple. Vous prenez la plus petite vanne qui permet d'atteindre le débit que vous souhaitez avoir. Donc, vous voyez, vous allez avoir une vanne, par exemple, qui va jusqu'à 4,6 mètres cubes heure, ça c'est son débit maxi. Et bien une autre qui va aller à un débit plus important, et bien si vous avez 3,5 mètres cubes heure, et bien vous allez prendre donc la vanne en DN32 qui va jusqu'à ce débit-là. Donc très simplement, vous regardez simplement la vanne qui va se rapprocher le plus de votre débit nominal que vous souhaitez avoir. Donc c'est une sélection extrêmement simple. Et une fois que vous avez sélectionné la vanne, vous connaissez sa perte de charge pour intégrer ça dans votre calcul de hauteur métrique de pompe. Ok, merci Eric. Je passe Et donc à on la a, pardon, question. Oui. pour compléter, on a un logiciel qu'on a présenté un petit peu avant, iSelect, qui permet de faire toute la sélection, ou alors une application sur un smartphone qui permet également de faire cette sélection très très rapide, ou de vérifier une sélection sur site quand on est sur un chantier, pour faire des vérifications et savoir si les sélections de vannes sont correctes ou pas. Ouais, en effet, c'est plutôt pratique sur téléphone pour ça. Donc, question suivante. Quelle solution avez-vous pour la régulation terminale des radiateurs acier ou fonte pour des installations tertiaires moyennes, par exemple des grosses écoles primaires de 900 élèves, 30 salles de classe? Quelle solution? Alors, on a différentes solutions. Donc, ici, on va plutôt se positionner sur la gamme, sur notre marque A&E Meilleur, en fait, pour tout ce qui est régulation thermostatique. Et on a, comme ce que vous a expliqué Eric, on a potentiellement deux solutions, soit la vanne à pression indépendante, donc ici ce sera un robinet thermostatique à pression indépendante, c'est notre gamme Eclipse en fait, et on a également la possibilité d'utiliser des robinets thermostatiques plus classiques avec des régulateurs de pression différentiels type KIT, STAP ou TA Smart DP, en delta P, qui seront positionnés par exemple en pied de colonne ou en plateau. Et donc de la même façon, on va pouvoir fournir ces solutions. N'hésitez pas à nous solliciter pour là-dessus. On peut également vous envoyer un peu plus de détails là-dessus. Là, je vous réponds rapidement, mais on vous recontactera pour vous détailler les différentes solutions. Ensuite, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Eric, non? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit on va travailler sur le radiateur lui-même avec une régulation thermostatique et puis éventuellement une motorisation et puis un bus de communication entre tous les moteurs, ce qui est quand même un investissement bien supérieur. Ou alors on va travailler par zone, comme tu le décrivais, avec une petite vanne de régulation. Et à ce moment-là, pour une zone et un groupe de radiateurs, on va pouvoir faire des fonctions, des ralentis ou des arrêts d'installations, de parties d'installation qui ne sont pas utilisées, par exemple des salles de classe qui seraient inoccupées, ben on va éviter évidemment de les chauffer quand elles seraient inoccupées. Donc on travaillera par zone à ce moment-là avec des plus petites vannes et puis des moteurs communicants pour aller piloter ces vannes. Ok, merci pour ces détails. Alors, je passe à la question suivante. Quel est le coût supplémentaire pour un régulateur avec une sortie modulante par rapport à une sortie tout ou rien? Donc en fait, ce qui va changer entre ces régulateurs, c'est principalement la modulation de tension. Donc on va pouvoir sortir un signal 0,10 volts avec le régulateur modulant. Alors en termes de coût, quel coût supplémentaire associé à ce régulateur? Est-ce que tu peux répondre là-dessus, Eric? Oui, oui, alors c'est des indications et bien sûr, là, il faudra mieux se rapprocher des fabricants de régulateurs et suivant les marques, ça va changer. Mais aujourd'hui, les coûts, on va dire, se rapprochent beaucoup plus par rapport à il y a quelques années. Un régulateur modulant était beaucoup plus cher qu'un régulateur avec une sortie tout simplement tout ou rien. Donc finalement, la question se posait pas trop. Et puis les gens disent oui, enfin, bon, modulant c'est bien beau, mais ça me coûte trop cher de faire du modulant sur toutes les unités terminales parce qu'il me faut un régulateur. Ici, on parle d'une trentaine d'euros, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, de différence de coût entre un régulateur modulant et tout ou rien. De nouveau, à vérifier.
et ça va dépendre des fabricants. Et ça va, je pense que dans les prochaines années, ce coût va même s'effacer et très probablement que tous les régulateurs auront par défaut une sortie modulante, quoi. D'accord, ça marche, merci. Certains fabricants ne proposent pas de vanne égale pourcentage, mais font une compensation via le moteur. Est-ce équivalent? Ah oui, ça c'est une question plus qu'intéressante. On pourrait y passer évidemment pas mal de temps si on veut aller vraiment dans le détail de la technologie. En fait, c'est relativement simple à comprendre. Si on reprend l'image qu'a présenté Antoine, le comportement d'un conducteur de voiture, on imagine donc ce conducteur qui a décidé d'avoir une conduite souple, modulante, qui anticipe, comme l'a expliqué Antoine. Je vois le feu qui est au rouge au loin, donc je commence à ralentir ma vitesse. Et puis, quand je m'approche du feu, il passe au vert, donc je réaccélère progressivement. Donc, il veut conduire sa voiture de façon voilà, adaptée, moduler sa puissance vraiment en fonction des conditions d'installation. Oui, mais imaginez sa voiture, la pédale d'accélérateur, elle a un problème, et dès qu'il appuie un peu sur la pédale, bouf, il y a tout le débit ou toute la puissance, donc sa voiture accélère fort, donc il relâche la pédale, et il dit, mais bon sang, c'est pas ce que je voulais, et puis il a besoin d'avancer, donc il veut rappuyer un peu, mais hop, ça y est, il accélère fort. Eh bien, en fait, c'est le problématique, c'est que si vous avez un régulateur qui est modulant, sortie 0,10 volts avec un moteur 0,10 volts, mais que la vanne, elle, ne permet pas de faire cette régulation, eh bien, vous avez le sentiment que vous avez, c'est pas un sentiment, vous avez acheté un régulateur pour faire ça, mais la réalité, c'est que votre installation travaillera en tout ou rien. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'une vanne qui réagisse correctement. Si le régulateur veut envoyer un faible débit, eh bien à ce moment-là, la vanne s'ouvre progressivement et va libérer progressivement du débit. Et c'est le propre des vannes à égal pourcentage. Et c'est pour ça que les fabricants font ces vannes spécifiques, enfin les fabricants les plus sérieux. Et quand on fait du tout ou rien, on prend une vanne linéaire. Quand on fait du modulat, on va prendre une vanne égal pourcentage. Et inutile de penser qu'on va changer le cerveau ou le moteur et qu'on va essayer de faire des compensations. Non, on ne pourra rien faire parce que si la vanne ne sait pas réagir, on ne pourra absolument rien faire. Donc, oubliez ceux qui vous disent que, OK, ils n'ont pas de bonne vanne, mais ils vont faire ça électroniquement avec un moteur ou je ne sais trop quoi. Ben, c'est impossible, simplement parce que voilà, la voiture ne sait pas répondre à ce que vous lui demandez, quoi. Je ne sais pas si l'image peut parler, mais voilà, ça peut faire ce parallèle-là. Oui, c'est plutôt parlant. Merci. Donc, question suivante. Ne vaut-il mieux mettre, ne vaut-il pas oh là là, ne vaut-il mieux pas mettre deux vannes deux voies plutôt qu'une vanne six voies avec la vanne deux voies derrière pour du 4 tubes? C'est peut-être moins cher et il n'y a aucun risque de passage de fluide d'un réseau à l'autre en cas de détérioration de la vanne. Donc deux vannes deux Bon, voies plutôt qu'une vanne six voies. ben, bon, hydrauliquement ou mécaniquement, j'aurais envie de dire que oui. Oui, oui, parce que la vanne 6 voies est quand même une vanne bon, qui est assez chère. Effectivement, et là, la personne qui pose cette question, il a dû se pencher ou avoir les problèmes. Un des soucis de ces fameuses 26 voies qui sont installées partout, c'est qu'en position intermédiaire, ce qu'on appelle la zone neutre, elles sont potentiellement fuyardes. Et en plus, on veut qu'il y ait une fuite parce que sinon, quand elles sont en position neutre, on emprisonne le fluide dans les panneaux. Et ça, on ne fait jamais ça, jamais sur une installation. Parce que si vous emprisonnez un fluide, s'il n'a plus de contact avec les maintiens de pression, ça veut dire que la dilatation ou la contraction du fluide vont changer fortement les pressions statiques et quitte à avoir des fuites ou alors à détériorer, déformer les panneaux. Donc on évite ça, donc on veut que ça soit fuyard. Alors dans notre solution 26 voies que je vous ai présentée très rapidement, on met d'ailleurs jamais la vanne en position dite position neutre entre le froid et le chaud. Elle est soit au chaud, soit au froid, mais jamais en position intermédiaire. Donc on évite ça. Mais effectivement, une solution avec deux vannes de voies, ben, j'ai personnellement, hydrauliquement, rien à dire derrière ça. Après, c'est la comparaison, évidemment, ça veut dire plus de moteurs à installer. Donc certains vont dire, ah ouais, non, mais je préfère avoir qu'un seul moteur avec une 26 voies qui fait tout. Bon, c'est plutôt ce genre de critères. Mais hydrauliquement, il n'y a rien à dire avec deux vannes de voies qui font le bascule chaud-froid. D'accord, c'est plutôt un choix économique alors, d'après ce que je
comprend. Choix économique pour certaines simplifications. Voilà, ils considèrent qu'une vanne qui va tout faire, une vanne 6 voies qui fait tout. Alors, par contre, il ne faudra jamais lui demander de faire de la régulation. Une vanne 6 voies, alors là, oubliez complètement ça. On ne demandera jamais à une vanne 6 voies. Enfin, j'espérais, malheureusement, ça arrive. Mais parce que c'est des vannes quart de tour. Et en plus, c'est même pas des quarts de tour. On parle de 12e de tour sur des vannes 6 voies. Donc, on ne fera jamais de régulation. On fera du ouvert, fermé. C'est tout. On ne demandera rien d'autre que ça. Donc voilà, c'est plutôt des critères a priori de simplification qui font que la vanne 6 voies a plutôt du succès actuellement sur le marché. Ok. Question suivante. Vos vannes de régulation sont-elles étanches? Oui. Je ne sais pas quelle est la question derrière ça, mais l'étanchéité, ben oui, les vannes de régulation, clapet siège, c'est ce qui se fait de mieux en étanchéité, et c'est normé d'ailleurs. Hein. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de normes dans les vannes de régulation, mais en fait, concernant l'étanchéité, c'est une norme. Donc, tous les fabricants sérieux, en fait, ils vont se référer à cette norme qui demande une étanchéité. Alors attention, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a ce qu'on appelle les vannes d'isolement et les vannes d'arrêt. Une vanne de régulation est une vanne d'arrêt, c'est-à-dire que quand elle se ferme, elle doit avoir arrêté la circulation du fluide, bien sûr, pour ne plus avoir d'émissions calorifiques. Et ça, c'est normé, et vous respectez la norme. Et on utilise même des technologies double clapet, en fait double étanchéité. Vous avez une contact métal-métal, et ensuite vous avez joint torique ou une étanchéité qui va faire la double étanchéité, de façon à s'assurer que ça soit parfait en termes de vanne d'arrêt. Ensuite, certains confondent isolement. Isolement, vous savez, c'est la fameuse vanne quart de tour qu'on va fermer pour pouvoir démonter l'installation ou alors quand on est en pression d'épreuve. Mais ça, c'est une fonction d'isolement et on ne va jamais demander à une vanne de régulation de faire aussi la fonction isolement. Et personne ne fait ça d'ailleurs. Personne ne met pas des vannes quart de tour pour pouvoir démonter d'ailleurs les vannes de régulation, pour pouvoir démonter le ventilo s'il fallait faire intervenir ou la CTA. Donc il y a toujours des vannes d'isolement. La vanne d'isolement, c'est une vanne manuelle, quart de tour d'ailleurs, qui est souvent utilisée 2-3 fois dans la vie de l'installation. Une fois quand on fait le montage et on l'ouvre, et puis après, des fois, elles ne sont plus jamais utilisées. Mais par contre, on ne fera pas de régulation avec une vanne à boisseau. Enfin, ça va être difficile et en termes de façon d'étanchéité, elle ne sera pas plus étanche qu'une vanne clapet siège. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si c'était la question supposée comparatif avec des vannes d'autres technologies sur le marché. Mais oui, nos vannes sont évidemment parfaitement étanches et c'est normé. On répond à la norme. Oui. Et du coup, on me demande derrière à la référence de la norme. Et alors, je ne l'ai pas. Oh, c'est dans nos documentations techniques. Hein. Enfin bon, si ça les, enfin, si on y fait référence dans les documentations Alors, techniques et si puis je on l'ai. pourra communiquer ça. Oui. C'est la norme EN 60 534-4. Hum. Voilà. On pourra vous repréciser ça hein, par écrit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai encore quelques questions. MITA avait une société qui réalisait l'équilibrage de réseau. Est-ce toujours le cas? Comment faire sur une vanne TA pour réaliser une mesure quand les têtes de pression sont vraiment bouchées? Donc, ça fait deux questions. Ok. Donc oui, donc dans notre groupe et d'ailleurs on a toujours dans certains pays des sociétés de services pour faire l'équilibrage. Dans notre groupe, on avait la société Asterm qui maintenant a été séparée, mais avec qui on travaille de façon très, très, très courante. Il y a d'autres sociétés, bien sûr, de mise en service, d'installation, à la fois hydraulique et puis de régulation, généralement. Hein, enfin, qu'ils fassent les deux, c'est pas si souvent. Mais par exemple, Asterm fait ces prestations, il les fait toujours. Et on les fait en très bonne collaboration en fait. Hein. Et puis d'autres sociétés, comme je dis, de mise en service. Hein. Et après, pour la question si les prises de pression sont bouchées, alors ce qui est assez rare quand même, hein, donc il faudrait regarder parce que les prises de pression, si on parle bien des prises de pression qui sont utilisées maintenant, je ne sais plus de combien d'années, sur lesquelles vous venez mettre le capteur de delta P avec les deux aiguilles. En fait, c'est pas vraiment des aiguilles, c'est pas pointu, mais en fait,
déjà, quand on enfiche les deux aiguilles, s'il devait y avoir du colmatage au niveau de la prise de pression, généralement, on chasse ce colmatage. Alors, si vraiment c'est colmaté au point qu'on ne peut même plus enficher les prises de pression, c'est que d'abord, il y a un réel problème d'installation. Il ne doit pas y avoir que les prises de pression qui sont bouchées, hein. Il doit y avoir d'autres choses. Hein. Parce que pour que ça soit vraiment colmaté et qu'on puisse vraiment plus enfoncer les prises de pression dans la vanne, c'est qu'il y a un sérieux problème. Alors là, bon, bien sûr, démonter la vanne ou alors essayer avec la sonde de température, par exemple, de voir si on peut déboucher quelque chose. Bon, là, il faudrait voir de façon concrète et pratique sur le site. Donc, la personne qui a posé cette question, ça serait bien qu'elle se rapproche du responsable commercial du secteur pour qu'il regarde avec lui, quoi. D'accord, ouais, ça marche. Bah, alors, il reste quelques questions, mais un peu plus spécifiques, orientées produits. On va revenir vers vous sur ces questions. On va revenir vers vous personnellement pour vous aiguiller sur nos technologies de produits. Voilà. Sinon, j'ai fait globalement le tour des questions un peu générales. Et donc, bah, il me reste à vous remercier. Merci Eric pour cette participation. Merci Merci à à toi. vous d'avoir suivi ce webinaire. Alors, on vous donne ensuite, du coup, rendez-vous. Alors, attendez. Pardon, j'ai perdu le fil de la présentation. En Hop, 2023, tu l'as à l'écran là, non? Tu parles voilà. du. On vous donne rendez-vous en 2023 pour donc le premier webinaire de l'année qui portera sur les économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique. Comment réaliser ces économies d'énergie et notamment obtenir des certificats d'économie d'énergie. Donc, on vous donnera la date prochainement et il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en avance et on vous retrouve donc l'année prochaine pour une nouvelle série de webinaires. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée, bon appétit.